Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bienvenue dans votre émission préférée de technologie Hightech 221. La seule émission qui vous parle de technologie ici au Sénégal et un peu partout dans le monde. Pour l'élément Sunutech aujourd'hui, nous démarrons avec Bukos Ohissi qui nous parle d'une plateforme de diagnostic COVID-19. C'est une plateforme répondant à l'urgence de la crise du nouveau coronavirus. Découvrons. Before Process est un cabinet qui soutient les organisations dans la mise en place de la démarche phare par excellence qui est le BPM et également les accompagne dans tout ce qui est automatisation de leur processus métier après avoir fait une cartographie et une optimisation de ces 10 processus. Et bien évidemment, nous évoluons avec les entreprises en passant à l'étape après mise en place de l'automatisation, en les aidant à faire tout ce qui est robotisation pour booster le rendement, robotisation de tout ce qui est processus et tâches répétitives. Également, nous faisons de l'accompagnement en formation et ce qu'on appellerait également du process analytique. Diagnostic, c'est une plateforme que nous avons mise en place pour répondre à l'urgence de la crise COVID-19. C'est une crise sanitaire de niveau mondial, une pandémie comme on le dit. Et Diagnostic est une plateforme, je peux me permettre de le dire, c'est la plateforme la plus complète à l'heure actuelle. Elle est mise en place en partenariat avec le SMT, l'École supérieure multinationale des télécommunications. Et elle est orientée multi-utilisateur dans le sens où le grand public a accès à la plateforme. Les autorités ont leur interface pour leur permettre de centraliser des données et générer des tableaux de bord qui vont les aider à la prise de décision adéquate vu l'urgence et le niveau de gravité de cette calamité. Et bien évidemment, elle est paramétrable à souhait. Donc, il suffit juste que les autorités nous disent aujourd'hui, ils ont besoin de tel et tel indicateur. Nous paramétrons la plateforme pour que cette plateforme puisse leur fournir ces données-là à travers différentes technologies qui sont en arrière-plan, que je dirais dans une boîte noire, et afin de les aider au mieux à la prise de décision et à la gestion de la crise, parce que nos États n'étaient pas préparés à cette crise-là. Nos États ne se sont pas préparés autant que les États occidentaux. On voit la façon dont la crise évolue à leur niveau. Mais bon, il faut juste réagir dans l'urgence et ce à quoi on n'avait pas pensé, il faut y penser maintenant. Donc, on met à disposition cette plateforme-là, Diagnostic. Pour une présentation un peu plus poussée, le grand public aura la possibilité de faire des tests, suivre les conseils sanitaires, également avoir les bonnes infos sur les centres qui sont les plus adéquats pour les accueillir aux besoins. Dès que le grand public passe le test, un usager lambda, je dirais, il est aiguillé s'il est à risque vers les bonnes personnes. Mais tout ceci en anonymisant les données pour respecter la vie privée des usagers. Elle permet également à la cellule de crise de mettre en place, de formaliser les données dont ils ont besoin. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a personne de plus habilité que ceux qui sont en charge de la crise, de la gestion de cette crise, pour savoir ce dont ils ont réellement besoin. On peut conjecturer, on peut se projeter et mettre en place autant de données auxquelles on pense, mais si on ne leur offre pas la main pour formaliser, pour créer des champs, créer des données et des formulaires dont ils ont besoin, ainsi de suite,
on risque de passer à côté de l'essentiel parce qu'ils n'auront pas les outils dont ils ont besoin en termes de données, en termes d'exigences qualité au niveau qu'on appelle de tous les graphes pour pouvoir prendre les meilleures décisions. Aujourd'hui, en dehors de ce qui est vu par le grand public, à savoir le nombre de cas traités, le nombre de cas guéris et le nombre qu'on appelle de décès, le nombre de cas testés, il y a un grand travail qui est fait qu'on appelle en background par les autorités qui concerne tout ce qui a trait à la logistique des personnes, bien sûr, déjà, et différentes contraintes auxquelles sont soumises les autorités de par leur fonction et ainsi de suite. La plateforme leur permet de gérer au mieux tout cela et de prendre en compte ces inputs dans la restitution des tableaux de bord. Déjà, elle est accessible au grand public déjà à travers le lien diagnostic avec TIC à la fin, bien sûr, -6 covid19.com. C'est une plateforme qui se veut, au-delà de la résilience, qui se veut également fiable au niveau des données. Donc nous évitons d'aller glaner des données à gauche, à droite au niveau des sites internet. Ça, nous ne le faisons pas. Nous mettons juste en place l'interface pour que ce soit les personnes habilitées qui rentrent les données afin qu'elles soient traitées et qu'elles soient visibles en termes de tableau de bord. Pour elles déjà, pour qu'elles soient pour la prise de décision, mais également pour les grands usagers pour juste un résumé. Des technologies, nous avons plusieurs interfaces qui sont en fait. Déjà, nous avons l'interface web qui est le site déjà, dont je viens de donner le lien. Et nous avons également l'application mobile. Nous avons les interfaces traditionnelles téléphoniques, à savoir l'accessibilité de la plateforme qu'on appelle la connexion à la plateforme via un numéro court téléphonique. La possibilité d'échanger avec la plateforme par SMS, donc de recevoir des notifications, ainsi de suite, et de requêter un chat avec la plateforme via un USSD, un code USSD. Mais tout cela, bien évidemment, est laissé à l'appréciation des autorités parce que c'est elles qui créent des connexions avec les différentes interfaces dont nous parlons. Elles sont à disposition, la plateforme les met à disposition, mais c'est les autorités qui les valident en quelque sorte. Est-il possible de tracer un individu ou des individus ayant été en contact rapproché avec des cas déclarés positifs du Covid-19 ou bien avoir une application sans doute appelée Covid Trace? Nous allons le découvrir dans cette interview accordée à Oummi Coulibaly. Covid Trace, c'est une application de traçage qui permet de tracer les individus ayant été en contact rapproché avec les cas déclarés positifs au Covid. On a vu que la pandémie, ça se répand de plus en plus et qu'avec les cas communautaires, c'est difficile de savoir qui a été en contact avec qui et d'où la personne a contacté le virus. Du coup, on a dit qu'il serait bien, comme le font les autres pays, d'avoir une application qui permet de tracer les individus et du coup de réduire la propagation du virus. De ce fait, on a mis en œuvre Covid Trace pour pallier à ce problème. L'utilisateur télécharge Covid Trace sur les plateformes Apple Store ou bien Google Play. Maintenant, il met son numéro de téléphone et il active son Bluetooth. Quand il est en contact avec quelqu'un qui a la même application, il y a communication entre les deux applications. Ainsi, les numéros de téléphone d'un utilisateur est transféré vers l'autre utilisateur. Mais c'est stocké de manière cryptée. Ainsi, quand une personne est déclarée positive, au niveau du ministère de la Santé, ils n'ont qu'à entrer
Ils n'ont qu'à entrer leur code PIN sur l'application et ainsi récupérer les données de traçage. Comme beaucoup d'applications de traçage utilisent la géolocalisation, notre application est basée sur le Bluetooth. Ce qui fait qu'avec le protocole qui a été utilisé pour développer l'application, la privacité de l'utilisateur est respectée. Parce qu'on entend souvent parler avec les applications de données de traçage, on ne respecte pas les données personnelles des utilisateurs. Notre application est basée sur un protocole qui respecte totalement la privacité des utilisateurs. Les données sont stockées sur le téléphone de l'utilisateur et ne quittent le téléphone de l'utilisateur que lorsque la personne est déclarée positive au Covid et qu'il donne son consentement pour qu'on puisse récupérer ces données de traçage. Ainsi, pour ce qui est de la sécurité aussi des utilisateurs, tous les ID sont des ID temporaires. Chaque 15 minutes, les ID, ça se change. Du coup, les hackers ne pourront pas retracer la personne en connaissant son ID parce que chaque 15 minutes, l'ID, ça change. Aussi, tout c'est basé sur le consentement. Si l'utilisateur n'est pas consentant, l'application ne marche pas chez lui. Parce que tout d'abord, il faut qu'il soit consentant d'utiliser son Bluetooth pour le traçage et après qu'il soit consentant aussi pour qu'on puisse prendre ces données de traçage et les envoyer au niveau du serveur du ministère de la Santé et ainsi déchiffrer le contenu des données. On a développé la phase Android, la phase iOS est en cours, mais comme vous le savez, c'est des applications qui traitent du Covid et sur Google Play, Apple Store, les applications qui traitent du Covid, pour pouvoir y être déployées, il faut une autorisation du ministère de la Santé du pays. Du coup, on a envoyé une lettre au niveau du ministère de la Santé et nous attendons toujours sa réponse. Dans le dossier TechZoom, nous allons voir les différentes facettes d'une photographie numérique. En quelques années, la photographie numérique a bouleversé les habitudes du public et des professionnels. On le doit au progrès très rapide des capteurs dont la qualité d'image n'a plus rien à envier à celle des meilleurs films argentiques et sur l'accrément d'emploi comparé aux contraintes inévitables de l'utilisation des pellicules. Qu'est-ce que la photographie numérique? Voilà, la photographie numérique, on peut dire que c'est ce qu'on voit maintenant avec la nouvelle technologie de l'information. Alors la photographie numérique, c'est juste de la photographie que l'on récupère en format fichier numérique sur ordinateur éventuellement. Du moment qu'on utilise les cartes mémoire et qu'on sait tout de suite décharger dans un ordinateur, on fait du numérique. On peut faire de la photo avec n'importe quel appareil. Il n'y a plus de pellicule, on ne va plus au labo pour laver et attendre. Comment est née la photographie numérique? Vers les années 1800, 1700, quelque chose comme ça, il y avait la photographie analogique, qu'on appelle aussi la photographie argentique. Avec le fil du temps, l'être humain a cherché à améliorer ses activités dans tous les domaines. Donc, à un moment donné, la photographie est née. Autant, il y avait de la pellicule. C'est-à-dire ce que nous tirons, le photographe, quand il tient son appareil photo, pour tirer une prise, il a besoin de ce qu'on appelle de la pellicule et il ne voyait pas ce qu'il tirait. Je pense bien même que le premier appareil portable, déplaçable, je dirais, s'appelait le mammouth, tellement il était énorme. Par la suite, il y a eu des petits boîtiers jusqu'à ce qu'on appelle le daguerreotype, qui est devenu le modèle standard général jusqu'à aujourd'hui. Il va falloir tirer la prise, l'amener au laboratoire, le faire dans un film, ce qu'on appelle le papier film, pour savoir ce qu'on a tiré. Et à cette époque-là, on parlait de photographie argentique ou analogique. Et c'est ce même procédé qui s'est numérisé. La photographie numérique s'est répandue à une vitesse stupéfiante et a complètement remplacé la photo argentique. Du côté des professionnels, c'est aussi une révolution. Par exemple,
Les photographes de presse peuvent maintenant envoyer immédiatement leurs clichés depuis l'autre bout du monde par Internet. Quelle est l'utilité de la photographie numérique? Son utilité, je dirais, c'est la diffusion, qui est devenue beaucoup plus large, parce qu'avant, c'était l'impression sur papier qui était l'une des principales utilisations de la photographie. Aujourd'hui, on peut publier sur n'importe quel support pratiquement avec la photographie numérique. Pour moi, l'utilité, c'est le fait de pouvoir avoir ces images tout de suite sur l'ordinateur et puis imprimer ou aller au labo. L'utilité, c'est que tu gagnes du temps. En même temps, tu peux faire tes retouches numériques en même temps. Donc, il y a une très très grande différence, il y a un avancement, je peux dire un développement par rapport à ces aspects. On a tellement d'offres de services et les clients veulent tout de suite avoir ces photos le même jour, le soir ou le lendemain. Donc, c'est la rapidité d'avoir un produit fini. Quelle est la différence entre une photo numérique et une photo analogique? La différence, c'est que maintenant, la partie LCD, on peut voir ce qu'on tire, et on peut corriger la photo automatique. Alors qu'autant, il va falloir tirer la prise, l'amener au laboratoire, le faire dans un film, ce qu'on appelle le papier film, pour savoir ce qu'on a tiré. Donc vous voyez qu'il y a une grande différence entre la photographie numérique et analogique. C'est le timing, c'est le temps qu'on prend pour laver notre photo en analogie et puis le temps de faire la retouche, d'imprimer notre photo, ce qu'on fait aujourd'hui en tant que photographe numérique. Mais il y a aussi les textures. Nous, on fait des retouches qui quand on sort la photo, elle est très différente par rapport à la base, alors qu'il n'y avait pas cet aspect-là avant. C'est le résultat final que l'on cherche, l'impression finale. Donc aujourd'hui, en termes de production, le procédé est différent, mais en termes de résultat, c'est pratiquement le même. Cette large adoption de la photographie numérique a bénéficié de la miniaturisation de l'électronique, qui permet entre autres de développer des capteurs donnant des images de qualité croissante. Être photographe, c'est une passion ou un métier? La passion, c'est du gratuit, c'est du passe-temps, rien à faire. Non, pas du tout. Une passion, elle est toujours professionnelle et payante. Parce qu'en fait, c'est là où on distingue le pro, enfin ce que j'appellerais le professionnel et le pro. Le professionnel, c'est juste celui qui fait son travail et est payé. Je faisais de la photographie passionnellement. Bon, j'ai commencé dans une institution islamique où je dirigeais le secteur de la communication. Donc c'est moi qui gérais la partie numérique de cette institution. C'est une passion qu'on a transformée en métier. Donc au fil du temps, maintenant les gens me connaissent petit à petit, donc ça a devenu un métier. C'est-à-dire qu'il faut avoir l'amour avant même que vous le faites du métier, quoi. Donc pour moi, c'est les deux. Passion et profession, c'est pareil. Ça va de pair et même il faut mieux payer le passionné que le simple professionnel. Un photographe se doit d'être créatif, patient, polyvalent et enthousiaste. Pour devenir un photographe professionnel, on doit suivre des formations et des stages pratiques. Rester chez soi te jot sa suukaru koor saa yoo jëndee Illimix jour 1000 francs mën nga xewlu ci pañe ndogu yi ñu leen di may semaine bu nekk ci diiru koor gi yépp. Ramadan Mubarak ñu àndandoo boole xol yi. Orange. Vous savez, plusieurs personnes essaient de savoir comment utiliser son Made Now, un service appel vidéo sans inscription de Skype. Alors aujourd'hui, dans le Tech Tips, nous allons voir le professeur Aris Kassé qui nous apprendra bien comment utiliser le Made Now. Merci Khadira. Skype vient d'intégrer une solution permettant de créer ou de rejoindre une réunion vidéo à la volée avec ou sans inscription. Avec le confinement imposé à tous par le Covid-19, les téléchargements des applications de messagerie permettant de lancer des appels vidéo ont explosé. Pour revenir sur le devant de la scène,
l'application a multiplié les mises à jour, apportant de nouvelles fonctionnalités comme la possibilité de flouter l'arrière-plan pendant un appel vidéo ou encore de traduire à la volée les conversations dans d'autres langues. Mais pour contrer Zoom, dont l'utilisation a explosé ces dernières semaines, Skype a lancé Meet Now, une fonctionnalité permettant de lancer une réunion vidéo, accessible aussi bien depuis l'application que depuis le navigateur web et qui ne nécessite aucune inscription. Si vous avez déjà un compte Skype, vous pouvez utiliser directement l'application dédiée sur votre ordinateur ou l'interface web de Skype. Une fois connecté dans la barre latérale, au sein de l'onglet Conversation ou Appel, cliquez sur le bouton Réunion. Dans la fenêtre qui s'ouvre, vérifiez que la caméra et le micro de votre PC soient bien activés et cliquez sur le lien pour le copier et l'envoyer aux personnes devant participer à votre réunion. Vous pouvez également cliquer sur Partager l'invitation pour inviter directement un contact Skype ou pour partager l'invitation par courrier électronique. Une fois le lien partagé, avec tous les participants, cliquez sur Lancer l'appel pour rejoindre votre réunion vidéo. Cliquez ensuite sur Créer une réunion gratuite et participez le temps que le service génère un lien de réunion. Copiez ensuite l'URL affichée pour la partager avec les autres participants ou passez directement par le bouton Partager l'invitation pour envoyer une invitation par email et cliquez sur Lancer l'appel pour rejoindre votre réunion. Votre navigateur devrait afficher une alerte indiquant que le site tente d'ouvrir l'application Skype. Cliquez sur Annuler. À la place, cliquez sur le bouton Rejoindre en tant qu'invité. Choisissez-vous un nom et cliquez sur Rejoindre pour lancer la réunion dans votre navigateur. Vous devriez ensuite arriver sur une fenêtre de discussion classique. Il vous faudra cliquer sur le bouton Lancer l'appel, puis autoriser votre navigateur à utiliser la webcam et le micro de votre ordinateur pour accéder à la réunion vidéo. La fenêtre de la réunion vidéo devrait enfin s'ouvrir. Patientez quelques instants le temps que tous les collaborateurs vous rejoignent. Ils apparaîtront listés en haut à droite de l'interface et apparaîtront à l'écran tour à tour à chaque prise de parole. Dans sa version web, sans inscription, Meet Now est parfaitement fonctionnelle, mais reste plus restreinte que lorsqu'elle est utilisée avec un compte Skype depuis l'application mobile. Et voilà, c'était tout pour le tips de ce numéro. On se donne rendez-vous prochainement pour de nouveaux tips. Merci. Pour le premier élément Tech World de cette semaine, je vous laisse découvrir le Omi Smart Veilleuse, qui est une veilleuse LED rechargée et surtout connectée. Omi est une veilleuse LED rechargeable multicolore compatible Bluetooth que vous pouvez contrôler avec votre téléphone. Il a une batterie intégrée qui durera jusqu'à 12 heures par charge afin que vous puissiez placer votre Omi où vous le souhaitez. Le design d'Omi apporte une touche d'élégance moderne dans votre maison tout en utilisant des LED RGB de haute qualité. Cela vous offre plus de 16 millions de couleurs et une luminosité entièrement réglable. Omi n'est pas seulement une veilleuse enfichable. Avec des dents pliables, vous pouvez placer l'Omi à côté du lit de vos enfants. S'ils se réveillent la nuit, ils peuvent porter l'Omi en toute sécurité avec eux pour les guider dans l'obscurité. Personnalisez cette veilleuse portable avec plus de 16 millions d'options de couleurs. Créez l'ambiance dans n'importe quelle pièce avec votre style. Nous sommes toujours dans le dossier Tech World. Et cette fois-ci avec Glance Clock, qui est une horloge connectée. Découverte. Glance Clock est une horloge connectée. Tout comme les montres connectées ou les diverses applications, elle permet d'afficher les mêmes informations. L'appareil se synchronise avec votre smartphone et tous les autres objets intelligents. L'horloge connectée permet d'interagir avec l'ensemble de votre maison. Bien sûr, il faut disposer d'appareils compatibles comme des thermostats connectés. Glance Clock affiche les informations en provenance de ces produits connectés. Ce n'est pas tout. Le dispositif analyse votre consommation d'eau et d'énergie. La plupart des smartwatches et autres wearables possèdent des trackers d'activité qui prennent votre pouls ou comptent le nombre de calories brûlées dans la journée. Il est possible de retrouver toutes ces informations depuis Glance Clock. Pour cela, il suffit de connecter tous ces systèmes avec l'application mobile de l'horloge. L'utilisateur peut par la suite définir ses objectifs. Glance Clock agira comme un professeur de PS en vous les rappelant et en comparant vos résultats. L'horloge se connecte avec votre calendrier. Elle affiche en couleur les différentes étapes de la journée. Tous les rappels et les notifications sont par ailleurs réunis sur une même plateforme. Glance Clock vous annonce des dates importantes comme les anniversaires, pratique si vous oubliez toujours celui du cousin. C'est toujours un plaisir pour moi de vous présenter les actualités tech du Sénégal.
en Afrique et un peu partout dans le monde. Et surtout, je vous demande humblement de respecter les mesures barrières, bien porter vos masques et vous laver soigneusement les mains pour être à l'abri du Covid-19. Sur ce, marhaba bikum.